Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 9 octobre. La campagne SAC-BAC qui a lieu du 6 au 12 octobre cette année. Culture Gaspésie fait appel au milieu culturel gaspésien dans le but de développer une programmation de formation répondant aux besoins du milieu culturel. Les audits de conformité et de performance de la Commission municipale du Québec. Précision apportée de la part de M. Rocaudet, maire de la ville de Bonaventure, au sujet de ces audits de performance et de conformité. Et recrutement de bénévoles dans les centres d'action bénévoles de la région. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, du 6 au 12 octobre, la campagne SAC-BAC est de retour cette année. D'ailleurs, plus que jamais, les besoins en aide alimentaire sont criants. Tous ceux et celles qui sont engagés à la lutte à l'insécurité alimentaire remarquent une hausse importante de la demande, et ce dans toutes les régions du Québec. Entre Saint-Siméon et Port-Daniel, le collectif alimentaire est l'organisme répondant à ces demandes d'aide. C'est dans ce contexte que du 6 au 12 octobre, la SAQ invite ses clients, ainsi que tous les Québécois, à contribuer aux banques alimentaires du Québec. Durant cette période, pour chaque produit vendu d'origine Québec, préparé au Québec ou embouteillé au Québec, la SAQ remettra un repas aux banques alimentaires du Québec. Le réseau des banques alimentaires du Québec a maintenant plus de 30 ans et grâce à la générosité de sa clientèle et à l'engagement de ses employés, dans les 11 dernières années, la SAQ a pu remettre plus de 7,9 millions de dollars au réseau des banques alimentaires du Québec. Le milieu culturel gaspésien est appelé à se faire entendre. Afin d'aider Culture Gaspésie à développer une programmation de formation répondant aux besoins du milieu culturel, un sondage en ligne et des consultations sous forme de groupes de discussion sont disponibles présentement. Céline Breton, la directrice générale de Culture Gaspésie, nous informe à ce sujet. Culture Gaspésie, on a un service de la formation continue, donc on organise à peu près une trentaine de formations chaque année. Et là, on voulait vraiment, avec l'objectif de vouloir vraiment bien répondre aux besoins du milieu culturel, on s'est dit, on va faire une étude régionale pour vraiment compiler tous les besoins de chacun des secteurs. Donc, il y a déjà eu un sondage qui est en cours, les gens peuvent encore aller le remplir en allant sur notre site internet culturegaspésie.org. Et là, déjà, ça va nous donner plein d'informations sur leurs besoins. Et suite à ça, on invite les gens à participer aux consultations sectorielles. Donc, ils vont toutes se tenir du 19 octobre au 3 novembre. Donc, il va en avoir pour les arts de la scène, arts médiatiques, cinéma, audio, métiers d'art, arts visuels, littérature et arts littéraires, muséologie, patrimoine et tous les organismes de développement et les travailleurs culturels. Donc, ça va être 6 rencontres qui vont être faites en Zoom, donc de 10h à midi. Les gens vont pouvoir s'exprimer, on va échanger, on va voir leurs besoins, tout ça. Nous, on va compiler tout ça. Donc, les résultats du sondage, plus les consultations, ça va nous permettre de réaliser un plan triennal de formation. Donc, comme ça, on va être certain. Nous, on fonctionne beaucoup avec les demandes des gens. Les gens peuvent nous faire une demande de formation pour un besoin spécifique. Mais si on voit que dans un secteur donné, il y a plein de personnes qui ont le même besoin, on va l'organiser, la formation, sans nécessairement attendre d'avoir une demande. Puis pour les consultations, les gens, faut-il qu'ils s'inscrivent d'avance? Oui, donc c'est des consultations en Zoom. On peut aller sur le site encore de Culture Gaspésie et tout simplement cliquer le lien là, pour s'inscrire à la consultation qu'on choisit. Y a-t-il des dates limites pour s'inscrire? Non, jusqu'à la veille, là, on prend toutes les inscriptions. Là. OK. Puis ça, c'est vraiment pour tout le monde? C'est vraiment les artistes professionnels, les artistes en voie de professionnalisation et les travailleurs culturels. Donc, on travaille dans un organisme ou même vous, à Télévague, vous pourriez au niveau prendre des formations. OK. C'est pas une obligation d'être membre de Culture? Non, non, pas du tout. C'est vraiment ouvert à tout le secteur culturel de la Gaspésie. Nous, on ne fait pas de différenciation pour la formation. Là. C'est un service de formation continue pour le secteur en entier. OK. C'est une première cette année? Oui, c'est la première fois qu'on va réaliser une étude comme ça. Là. On a eu, grâce à notre partenaire Compétences Culture, on a eu une subvention pour réaliser l'étude. Donc, ça va être vraiment un bel outil là, pour le service de la formation. On va être certain de bien répondre aux besoins avec ça. Là, il y a plusieurs choses qui se passent ici. Puis il y a des nouveautés aussi. Il y a un nouveau mandat d'entrepreneuriat artistique. Oui, on vient tout juste d'engager une nouvelle chargée de projet qui s'appelle Cathy Collet. Et donc, le Conseil des arts et des lettres du Québec nous a donné un nouveau mandat qui est au niveau de l'entrepreneuriat artistique. Donc, dans la première année, là, on va plus dresser là, toutes les organisations qui offrent des services au niveau de l'entrepreneuriat. On va faire des liens avec ces organismes-là. On ne veut pas remplacer des organismes qui offrent déjà là, du soutien aux entrepreneurs. On veut plus être là, nous, pour en accueil des artistes. Des fois, les artistes ne se considèrent pas eux-mêmes comme des entrepreneurs. Ils se considèrent un peu comme
des travailleurs autonomes. Puis ils ne vont pas toujours chercher les services qu'ils auraient droit en tant que travailleurs autonomes ou entrepreneurs. Fait que dans le fond, nous, on va être là pour les orienter vers les services existants. Donc, c'est ça. La première année, c'est de faire un portrait. On va créer des outils aussi pour les soutenir. Et déjà dans la deuxième année, là, c'est comme une entente triennale que nous avons eue. Fait que dans la deuxième et la troisième année, il va y avoir de l'accompagnement là, directement pour les membres. D'accord. Au sujet de l'entente de partenariat. Oui, l'entente de partenariat territorial, bien ça, c'est une belle entente qu'on a au niveau régional avec des partenaires régionaux. Donc, on a les 5 MRC qui sont partenaires de cette entente-là, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, avec tous ces beaux partenaires-là, on a réussi à réunir un beau montant d'environ 230 000 $ qui est disponible pour les artistes et les organismes de la région. Donc, c'est l'entente de partenariat territorial. On a des appels de projets à chaque année pour ça. Et là, présentement, il y en a une en cours. Donc, tout le monde peut déposer un projet jusqu'au 10 novembre. Donc, c'est bien parce que quand tu t'appliques sur d'autres programmes de bourse au niveau du Conseil des arts et des lettres, tu es en compétition un peu avec tous les artistes de la province. Tandis que cette entente-là, bien là, c'est vraiment pour le territoire de la Gaspésie. Et à chaque année, le Conseil des arts et des lettres du Québec a toujours aussi le souci d'encourager des nouveaux artistes. Donc, souvent, ils vont donner 1 à 2 nouvelles bourses, donc des personnes qui ne sont pas encore reconnues, mais qui ont une belle démarche et un beau parcours artistique. Et on a également un service d'accompagnement si les gens veulent déposer une demande. Donc, notre service d'accompagnement avec Jessie Blaquière, notre agente de développement, elle peut faire de la relecture de dossiers, donner des conseils, donner de l'information sur le programme. Donc, ils peuvent nous contacter, là, puis on pourra les orienter. OK. Pouvez-vous faire juste un petit tour d'horizon de tout ce que vous offrez comme service ici? Bien, nous, c'est ça. C'est beaucoup des artistes, c'est beaucoup des services aux artistes professionnels ou les organismes culturels professionnels. Donc, il y a tous les services d'accompagnement, donc des différentes demandes de bourse, de la recherche de financement. Beaucoup d'accompagnement également pour les artistes en voie de professionnalisation quand ils veulent écrire leur démarche artistique, vraiment structurer leur carrière, comment s'organiser, tout ça. Fait qu'on, c'est de l'accompagnement vers la professionnalisation. On fait beaucoup ça avec le service d'accompagnement. Ensuite de ça, on a également un service d'accompagnement au niveau du développement numérique, notre ADN, agent de développement numérique. Donc, toutes les personnes qui ont des projets au niveau numérique, qui ont besoin de se faire orienter, tout ça, mais ils peuvent aussi la contacter puis avoir des accompagnements là, pour essayer de répondre à leurs besoins au niveau numérique. Donc, on a le service de formation, comme je viens de parler. Donc, on organise chaque année là, environ une trentaine de formations, là. Vraiment, c'est des formations comme on travaille avec notre partenaire qui est Service Québec, qui vient vraiment financer la majorité des formations. Fait que ça fait des formations à faible coût pour les artistes et les organismes culturels. Donc, c'est un peu ça, formation, accompagnement, développement numérique. Et on a tout également le service de diffusion. Là. Donc, on diffuse beaucoup d'informations, soit par notre site web, l'infolette, de Culture Gaspésie, les réseaux sociaux. Donc, on essaie de faire rayonner le plus possible les artisans de la culture de la Gaspésie. Vous avez sans doute entendu parler dernièrement au sujet de plusieurs municipalités qui ont été visées par des audits de conformité et de performance de la part de la Commission municipale du Québec. Mais qu'en est-il au juste? Voici un petit vidéo explicatif réalisé par la Commission. En avril 2018, une loi a été adoptée afin de créer la vice-présidence à la vérification au sein de la Commission municipale pour réaliser des vérifications de conformité et d'optimisation des ressources dans certaines municipalités de moins de 100 000 habitants. Ces audits sont aussi appelés audits de conformité et de performance. Que signifie auditer une municipalité ou un organisme municipal? Il s'agit d'évaluer de manière indépendante et objective certains aspects de la gestion d'une municipalité. Citons par exemple la gestion de l'entretien des immeubles, du traitement des eaux usées ou du déneigement. De susciter des changements durables et positifs dans le fonctionnement de la municipalité ou de l'organisme municipal, et ceci au bénéfice des citoyens. Attention, il ne s'agit pas d'une ligne de signalement et les travaux d'audit effectués ne constituent pas une enquête, ni une tutelle, une administration provisoire, une médiation ou un accompagnement. La vice-présidence à la vérification étant indépendante, nous effectuons nos audits au moment, à la fréquence et de la manière dont nous le déterminons, dans le respect de la loi. Nous choisissons nos sujets en nous basant sur un processus de planification rigoureux axé sur les risques et réévalué régulièrement pour tenir compte de l'évolution du domaine municipal.
Les sujets d'intérêt, les analyses financières et les préoccupations véhiculées par les associations et les faits rapportés dans l'actualité sont considérés. Les équipes multidisciplinaires qui réaliseront des audits ont une expérience du monde municipal ainsi qu'en audit. Elles sauront prendre en compte le contexte spécifique des municipalités ou des organismes municipaux audités, et ce, dès le début des travaux. Un audit se déroule en plusieurs étapes. À la fin du processus, la commission municipale rend son rapport public. Dans une perspective d'amélioration continue, nous contribuons à l'optimisation de la gestion des activités, à l'amélioration des résultats, ainsi qu'à la saine gestion des fonds publics par les municipalités. La Ville de Bonaventure, comme bien d'autres, a été visée à plusieurs reprises par ses audits de conformité et de performance. Nous en avons profité pour rencontrer M. Roch Audet, le maire de la Ville de Bonaventure, à ce sujet. Les audits, c'est des vérifications. Le gouvernement fonctionnait d'une manière différente autrefois. C'était des indicateurs de performance. Là, ils ont trouvé une nouvelle méthode, c'est de faire des audits. Donc, de façon aléatoire. Ils vont choisir des municipalités sur différents sujets. Et ils vont questionner, c'est toujours l'administratif qui a à travailler ces éléments-là. Donc, ils vont questionner, demander des documents et faire un rapport. Donc, nous, c'est notre 5e audit qu'on a actuellement à l'Hôtel de Ville depuis la dernière année. La dernière qu'on a eue, c'est un audit au niveau linguistique. Donc, c'était de vérifier toute notre communication, le nom de nos infrastructures, la façon dont on procédait au niveau de la langue, française principalement. Puis on a fait les rapports nécessaires, puis là, on va recevoir une mention de félicitations sur le travail qu'on fait parce que ça a été reconnu comme étant correct. Donc, en fait, c'est du temps qu'on a à mettre beaucoup plus que des reproches à recevoir. Mais puis de toute façon, si on avait eu des correctifs à faire, ils nous les annoncent, on fait les corrections nécessaires, mais on ne sera pas nécessairement pénalisé pour autant. Donc, c'est pas de vérifier tout le volet légal nécessairement. C'est sûr, ça va avec, le légal puis l'administratif. Mais si on fait quelque chose qui n'est pas conforme, on va le savoir puis on va le corriger. En fait, c'est ça, l'objectif en arrière de tout ça, c'est de s'améliorer et non pas se faire pincer. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut le voir. Là, actuellement, celui qu'on a, c'est sur la politique sur la rémunération des élus, c'est-à-dire le règlement sur la rémunération des élus. Comment ça s'applique dans l'organisation? Donc, il y a une liste de documents à fournir de la part de l'administration, puis ça va être vérifié, puis ils vont regarder ça au niveau des comptes de dépenses, au niveau du versement des salaires, au niveau de l'application du règlement. Donc, dans les dernières années, je ne sais pas combien de temps ils vont reculer, mais ils vont avoir à vérifier certaines années. Donc, c'est ni plus ni moins ça, donc au niveau de la conformité dans l'application de nos règlements. Fait que c'est vraiment de la vérification, c'est pas des accusations. Non, du tout. Puis au niveau, dans leur procédure, la commission municipale fait des annonces sur leur site Internet, puis par communiqué, pour aviser qu'il va y avoir ça. Donc c'est une procédure qui fait partie de leurs règles à eux. Bon, on dirait qu'on est accusé avant d'avoir été vérifié, là. C'est un peu ça qui est plate, là. Puis bon, ça peut être mal interprété. Mais de notre côté, à nous autres, c'est toujours dans un but de pouvoir s'améliorer. Il ne faut pas oublier qu'on se fait déjà vérifier par des contrôleurs financiers. Donc, chaque année, il y a des audits faits dans notre organisation pour s'assurer, au niveau budgétaire, au niveau financier, qu'on fonctionne correctement. Puis il y a des règlements à l'occasion qui sont récupérés. Dans le règlement sur la rémunération des élus, ça fait partie du financier. Donc, il valide certains éléments à ce niveau-là. Un autre sujet pour la Ville de Bonaventure, comment avancent les projets? Il y a plusieurs projets en cours. Oui, bien actuellement, c'est le gros projet qu'on a, c'est celui-là de l'Hôtel de Ville. Donc, on est en pleine rénovation importante. On pourrait même dire majeure. Donc, pour ceux qui ont circulé sur la rue Lebeau, ont dû voir qu'il y avait des travaux à ce niveau-là, que tout le revêtement était enlevé, la brique. Travaux de toiture qui étaient faits. L'excavation a été faite aussi, donc ça devrait poursuivre dans l'excavation pour au niveau de l'installation de certaines pièces de structure. Puis après ça, on va voir d'ici à Noël, on devrait avoir, si tout va bien, il devrait y avoir un revêtement qui devrait être installé. Mais principalement, d'ici la fin du mois d'octobre, ça va travailler beaucoup à l'extérieur pour finaliser toutes les implantations de structures et l'aménagement pour l'amener à un niveau acceptable avant la neige. Mais à l'intérieur, ça travaille déjà aussi. Là, on veut juste rappeler aux gens qu'on rénove de façon très importante. Donc, tous les bureaux vont se retrouver au premier étage. Au rez-de-chaussée, on va se retrouver avec la salle de réunion publique, 2 bureaux seulement. Donc, l'urbaniste va demeurer en bas avec la secrétaire réceptionniste. Mais en haut, tous les bureaux vont être transférés. Donc, tout le monde va travailler au même plancher avec un monde de personnes. Donc, on revoit complètement le bâtiment. On va le mettre
en 2022-2023, par contre, aux normes. Et aussi, on va avoir des espaces plus grands, on va le rendre beaucoup plus aéré, beaucoup plus fenestré, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc, on va de sa vétusté, on va en faire un bâtiment beaucoup plus imposant, beaucoup plus important. Puis, jusqu'à date, là, les travaux avancent bien, puis il n'y a pas d'imprévu. Bien, effectivement, on a travaillé à l'aveuglette, je vous dirais, parce qu'on n'avait pas de plan de construction initial. Donc, il y a eu quelques tests de fait pour voir un peu que ça avait l'air, mais même s'il y avait eu des plans, on n'aurait pas pu voir les problématiques qu'il y avait à l'interne, l'ensemble des problématiques. Bien, effectivement, oui, il y a des dépassements de coûts. Il y a ce qu'on appelle les avenants, donc des extras au chantier. Donc, ça évolue au fur et à mesure. Mais là, on aurait pu avoir beaucoup de surprises parce que la majorité de la démolition et la reconstruction va être faite. On va s'en aller vers l'intérieur. Donc, en théorie, tout devrait être correct, là. Au sujet de la décontamination, il y a un terrain qui est décontaminé? Tout à fait. Le terrain voisin qui appartenait anciennement à la commission scolaire qu'on a acheté en 2016, je crois. Bien, on a acquis ce terrain-là, puis malheureusement, là, on voulait le mettre en vente. Avant de le mettre en vente, on a validé au niveau de la décontamination, puis on s'est retrouvé avec une problématique de contaminants. Un réservoir était demeuré. Fait que là, on a tout procédé, on a tout rendu le terrain conforme. Toutes les autorisations sont présentes pour pouvoir le vendre. Mais on a un petit travail à faire actuellement avec le centre de service scolaire parce que c'était le vendeur. Donc, on va regarder avec eux autres comment on peut s'entendre à ce niveau-là pour pouvoir partager les frais, là. Donc, on a un travail à faire avec eux autres. On est en discussion. Le chemin Tivierge. Oui, chemin Tivierge. Chemin Tivierge, on a un gros travail à faire à ce niveau-là. Il était prévu d'être déposé. On l'a déposé à un programme d'aide financière au printemps 2022. Malheureusement, ça a été refusé. Donc, le conseil, ce qu'il a décidé de faire, c'est d'attendre les résultats du programme PEEL, qu'on appelle, c'est pour les routes locales. Il y a un gros travail au niveau de la MRC qui est en train de se faire. Puis, on priorise des tronçons de rue dans chacun de nos territoires, chacune de nos localités, qui vont avoir à faire exécuter des travaux. Puis, normalement, le chemin Tivierge devrait faire partie des priorités numéro 1, donc pour les prochaines années. Puis, on veut l'intégrer dans ce projet-là. Donc, nous, on va, si tout va bien, sitôt que le programme est déposé au gouvernement, on va pouvoir déposer notre demande d'aide financière au printemps 2023. Puis là, après ça, on saura qu'est-ce qu'il y en est pour pouvoir voir les débuts des travaux. Donc, on espère que ça passe au financement pour pouvoir réaliser les travaux rapidement. C'est un gros travail à faire. Donc, c'est de la route de la Rivière à la route Mercier, donc le tronçon complet du chemin Tivierge. On parle de 6 km, je crois. Les centres d'action bénévoles jouent un rôle très important dans nos communautés. Et pour mener à bien leur mission, ils ont besoin de vous. Du côté du Centre d'action bénévole Gascon-Percé, Michel Langelier, qui est intervenant psychosocial pour Proches aidants, nous en parle. Bonjour Michel. Salut André. Là, vous êtes en pleine période de recrutement. Oui, comme toujours d'ailleurs, mais principalement ces temps-ci. Pourquoi? Parce que on tente de mettre sur pied un service qui s'appelle les visites amicales. Puis avant de l'offrir, bien sûr, on veut savoir s'il y a des bénévoles qui sont intéressés à faire ce type de bénévolat. Bien sûr qu'on tient compte de toutes les affinités là, des gens, des bénévoles, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ne pas faire, tout ça. Ça, c'est sous tout le territoire. On a déjà 3 personnes intéressées, fait qu'on va aller en chercher quelques-uns de plus avant d'officialiser ce service-là à la population et le publiciser. Fait que ça s'en vient. Fait que si on a une belle réponse, on va offrir le service pour les visites amicales. Puis on expliquera ultérieurement de quoi exactement il est question. Puis on est en recrutement, bien sûr, toujours pour l'accompagnement de transport. Ça, c'est beau. On a des demandes, c'est incroyable. Ça fonctionne énormément. Spécifiquement dans les municipalités de Newport, Pas-Beau-Mills et Percé. Présentement, nos besoins sont principalement là. Mais bien sûr que si quelqu'un est intéressé à en faire à Chandler ou à Gascon, on communique avec nous, puis on va en avoir besoin éventuellement. Fait que les besoins sont davantage là au niveau du recrutement. C'est quel genre de personnes que vous... Y a-t-il des critères bien spécifiques que vous voulez? Bien, c'est des gens qui ont le goût de s'impliquer, bien sûr, puis qui ont une certaine... ça prend des gens quand même qui sont relativement en santé, parce que l'accompagnement de transport, tantôt, c'est pas juste un taxi. C'est dans ce sens, c'est qu'on accompagne la personne à son rendez-vous médical. Ça peut impliquer qu'on la supporte un petit peu si elle a un petit peu de problème à marcher, mais toujours dans des choses faisables. On n'est pas dans des critères gériatriques là, énormes, mais quand même. Il faut sécuriser des fois la personne qui est un petit peu désorientée quand elle rentre à l'hôpital. C'est où mon examen, moi, quand j'arrive là, puis je suis nerveux, je cherche. Fait que ça demande aussi cette ouverture-là, de vouloir faire plus qu'un
un voyage avec son auto, mais d'avoir un lien avec la personne. Y a-t-il un minimum de temps que les gens doivent offrir? Pas du tout. Ils offrent ce qu'ils peuvent quand ils veulent et comme ils peuvent. Eh, mon Dieu, je l'ai bien sorti. C'est ça. C'est le bénévole qui choisit, peut décider d'arrêter une période. Il y en a qui en font beaucoup, il y en a qui en font un par semaine, un par mois. On veut qu'il n'y ait pas d'irritant pour le bénévole quand il fait un acte de bénévolat. On veut que ce soit que du plaisir pour lui. Puis si lui, le plaisir, c'est une fois par mois, on respecte ça. Puis jamais on met de pression. C'est les gens qui s'en mettent, généralement. Puis ils me disent « Ah, je suis assez déçu, je peux pas y aller cette semaine. » On leur dit « Mais non, c'est pas grave. » Fait que c'est un peu ça, les conditions du bénévole là, qu'on souhaite avoir. Là, vous offrez beaucoup de services ici, qui va avec des activités aussi. Y a-t-il des activités à surveiller prochainement? Oui, bien, c'est pour ça ici qu'on se retrouve un petit peu dans notre sous-sol, qu'on a aménagé en salle de réunion, en salle de formation, parce que ça commence à bouger ici. Il y a 2 semaines, on a eu un World Café où on discute avec les citoyens de problématiques. On va avoir leur pouls. Il y a eu 30 quelques personnes. Mais là, ce qui s'en vient, c'est 2 activités Zoom, mais nous, on les fait ici. On veut que les gens se réunissent ici. On va leur servir du café, tout ça. Puis ça va être un Zoom avec quelqu'un de l'extérieur. C'est Service Canada qui nous offre cette possibilité-là. Et dans la première rencontre, on va parler davantage de la sécurité de vieillesse. Les gens ont beaucoup de questions là-dessus. Et sur le supplément du revenu garanti, on va démystifier tout ça. Et dans une autre rencontre au mois de novembre, elle va s'adresser aux proches aidants davantage. On va parler un petit peu de tout ce qui est assurance chômage pour les proches aidants. On entend ça des fois, chômage de compassion. Et on va parler aussi, c'est quoi les avantages fiscaux d'être un proche aidant. Je dis tout de suite, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire avec ça, mais des fois, c'est le savoir où le crédit d'impôt peut nous aider un petit peu tout ça, fait que ça va démystifier parce qu'on a plein de questions là-dessus. Fait qu'on veut répondre, mais on va répondre ici dans la collégialité. Bon, je vais laisser faire. Collégialité, c'est ça, pour que les gens puissent se rencontrer, permettre le brisement de l'isolement, tout ça, qu'on se rencontre ici avec du café, tout ça. Idéalement, les gens, faut-ils qu'ils s'inscrivent d'avance? Y a-t-il un nombre limite? limite? Oui, nous autres, on envoie tout, on ouvre ça à toute la population, c'est vrai. C'est important de le dire. Il ne faut pas juste être une personne âgée ou un proche aidant pour bénéficier des services ici, là. C'est ouvert à toute la population si on a besoin d'informations. Fait que nous, on publicise, on envoie des lettres à toute notre clientèle ou des emails parce qu'on a encore des personnes qui n'ont pas d'adresse email, on leur envoie par courrier. Des annonces Facebook, c'est toujours annoncé 2 semaines avant, puis on doit réserver sa place, mais on dit jusqu'à quand puis comment le faire tout le temps. Là. Tout est clair pour ça. Sûrement qu'il y a un nombre limité quand même. Il faut que les gens ils se manifestent quand même. Parce qu'on s'aperçoit qu'à 30, oui, c'est grand, mais 30, 35, on commence à être pas mal, ça commence à faire du monde. Mais même pour ce type d'activité-là, on se dit, même s'il y a 2 personnes que ça intéresse, nous, ça nous intéresse. C'est pas le nombre, on vise pas toujours un gros nombre, là. C'est sûr qu'on aime ça des activités qui rayonnent, mais si on peut permettre à 2 personnes d'avoir de l'information pertinente, on va la faire, l'activité, là. Puis on est ouvert là-dessus, oui. Et pour celui de Saint-Siméon Port-Daniel, nous avons eu le plaisir de rencontrer Mme Nathalie Bugeaud, la directrice générale, pour vous en parler. Je lançais un appel à la population l'an passé à peu près dans les mêmes dates et j'en lance encore une cette année, un appel à la population. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de bénévoles du côté de l'accompagnement transport médical. Je vous dirais que c'est le service où la pandémie elle fait le plus mal. Et avant la pandémie, on avait 47 bénévoles. Et tout à l'heure, j'ai vérifié avec la personne parce qu'on se retrouve des fois à devoir prendre un bénévole, exemple, de New Carlisle pour accompagner quelqu'un de Bonaventure à l'hôpital de Maria. Donc, ça nous coûte des frais c'est très coûteux. Par exemple, il n'y a pas longtemps, un bénévole de Passepébiac a dû accompagner quelqu'un de Port-Daniel à l'hôpital de Chandler. Donc, pour nous, ça représente des frais à 52 sous là, qui sont assez importants. Donc, c'est sûr qu'on aimerait pouvoir se retrouver un jour avec notre même banque de bénévoles qu'on avait avant la pandémie du côté de ce service, qui est quand même un service très utilisé au sein du Centre d'action bénévole, soit une quarantaine de bénévoles, alors que présentement, on en a 27. Et avant la pandémie, c'était 47 bénévoles qui étaient actifs sur le terrain. Donc, c'est sûr que moi, je veux donner comme information à la population, bien, on défraie le kilomètre
kilométrage des bénévoles. C'est des barèmes fixes. Toutefois, c'est pas de maison en maison ou c'est vraiment des barèmes fixes. C'est à 52 sous du kilomètre. Les bénévoles sont libres là, quand la personne à la réception les appelle de dire oui ou non. Puis c'est sûr que ça représente quand même ce qu'on cherche comme profil, c'est des gens qui sont à l'écoute, des gens qui vont être bienveillants envers les personnes qu'ils vont accompagner. Des fois, on peut accompagner quelqu'un qui vient qui va avoir un diagnostic d'une maladie qui peut être difficile. Et tout le stress que peut vivre la personne qui est accompagnée. Donc, la bienveillance, l'écoute, la discrétion et la confidentialité, je vous dirais, là, la disponibilité aussi, mais la confidentialité, c'est dans les critères les plus importants pour nous. Donc, si jamais des gens dans la communauté ont du temps à donner, c'est d'appeler ici au 418-752-5577, poste 5, avec Diane Hort, qui est à la coordination des bénévoles là, à 7 heures semaine, faute de budget d'avoir plus d'heures. Et c'est ça, Diane va faire les entrevues, tout le processus de filtrage des bénévoles et tout. Donc, où on a le plus grand besoin là, de bénévoles pour ce service-là, Saint-Siméon, Bonaventure, New-Carlisle, Saint-Godefroy, Port-Daniel. Je vous dirais qu'on en a besoin partout, mais où c'est plus criant présentement, c'est dans ces villages-là. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui auraient du temps à donner, qui aimeraient ça, par exemple, soutenir des personnes qui doivent aller à des rendez-vous médicaux plus réguliers ou sur une base moins régulière, que vous ayez 5 heures par mois ou 10 heures ou 20 heures par mois, on est preneur, oui. Y a-t-il des nouveautés ici au Centre d'action bénévole Saint-Siméon pour Daniel? Bien, du côté du Centre d'action bénévole, bien, c'est sûr qu'au printemps, on a eu le plaisir d'accueillir là, un nouveau projet de l'appui, qui est un projet au niveau du soutien aux proches aidants des aînés. On a été en processus d'embauche. La personne a été embauchée, a débuté son travail le 13 juin dernier. C'est Mme Lisa Garand qui est chez nous 14 heures semaine en soutien aux proches aidants des aînés. Donc, c'est tout le côté, d'ailleurs, elle aura le plaisir de vous en parler peut-être ultérieurement, mais c'est tout le soutien dans le fond, l'écoute, des proches aidants, l'organisation de formation, de café-rencontre, tout ça. D'ailleurs, il y a un café-rencontre un groupe là, qui devrait commencer bientôt. Et c'est sûr que c'est un nouveau service pour nous, malgré tout le soutien qu'on amenait déjà aux proches aidants dans la communauté, hein, parce que les proches aidants vont venir chercher des petits plats givrés, vont appeler pour avoir la popote roulante pour l'aîné ou la personne qu'ils soutiennent. Donc, l'arrivée de ce nouveau service vient comme en complémentarité avec ce que fait déjà le Centre d'action bénévole pour les proches aidants des aînés. Quelles sont les activités à venir? Bien, c'est ça, comme je disais, il y a les cafés-rencontres qui vont débuter du côté de la proche aidance des aînés. Hein, je dis bien des aînés parce qu'il y a d'autres formes de projets du côté de l'appui pour d'autres formes de proche aidance. Nous, c'est vraiment proche aidant des aînés. Et ensuite de ça aussi, bien, il y a la friperie des tout-petits qu'on va avoir le 19 et 20 octobre prochain. Je trouve ça important de le dire parce que on a été plus en service individuel depuis le printemps. Là, on a eu une friperie des tout-petits au printemps. Et là, c'est ça, on a une nouvelle personne en poste là, depuis le 12 septembre, Mme Céline Forgodeau, au Petit Bonheur. Et Céline là, est déjà en action, puis a organisé la friperie des tout-petits avec les bénévoles là, pour le 19 et 20 octobre prochain. Donc, si notre journal de liaison vient de sortir, où on parle un petit peu de toutes nos activités, les petits plats givrés se continuent. Heureusement, on est content parce que la population en a besoin. Contrairement à ce qu'on pense, les petits plats givrés, oui, première clientèle, faut pas se le cacher, ce sont les aînés qui utilisent ce service-là. Mais il y a aussi des familles par moment après, soit la naissance d'un enfant ou qu'on est un petit peu plus fatigué ou autre. Il y a des familles qui viennent chercher des petits plats givrés. Par exemple, des adultes en difficulté qui, des fois, vivent une période difficile, vont venir chercher des petits plats givrés aussi. Donc oui, je dirais que à 75-80%, ce sont des gens de 65 ans et plus, mais on a un autre 15 à 20% où c'est
d'autres clientèles plus jeunes qui viennent chercher ce service-là. Des fois, c'est sur une base temporaire. Des fois, ça peut être à long terme, tout dépendant de son état de santé et de la situation qu'on vit. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 9 octobre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine!